Bonjour et merci d'être avec nous dans cet hebdo de la semaine, le récapitulatif en 15 minutes des temps forts. Après les tempêtes Ciarán et Domingos et ses dégâts dus au vent, il est un autre risque majeur, les crues. Les actions de gestion des barrages est importante. Pour cela, les 13 barrages que compte la Vendée ont 3 fonctions. Ils sont avant tout une retenue d'eau potable, ils permettent de maintenir un débit suffisant pour que la faune et la flore se développent. Enfin, ils peuvent être écrêteurs de crues. Colline Davy nous en explique le fonctionnement. Sur les barrages de Vendée, les vannes sont ouvertes. À Moulins-Papon comme à Mervan, ces barrages ont pour mission première de constituer une retenue d'eau potable pour l'été. Mais à l'approche de l'hiver, ils permettent aussi de réguler les flux dans les cours d'eau en faisant tampon lors d'une brutale arrivée d'eau. On entend parfois, oui, il y a une crue, ça, on n'a pas été complètement protégé. Les barrages ne sont pas dimensionnés pour ça. On ne peut pas protéger contre toutes les crues. Et avoir des crues à un moment, c'est normal. On n'a pas des barrages anti-crues, ça c'est pas du tout le cas. Par contre, on a des barrages qui essayent de réguler. On a ouvert un peu plus pour créer ce creux, parce que on est entre épisodes. On laisse passer un peu plus un moment pour prévoir l'épisode suivant et réguler au maximum. Pour réussir cette régulation, un comité se met en alerte avant l'arrivée des premières pluies. Vendéo, les services de la préfecture et les collectivités se basent sur des cotes et des prévisions. Ils évaluent les risques de crues et peuvent ainsi définir où et comment ouvrir les vannes. C'est pour ça que nous avons besoin des services de Météo France pour être prévenus le plus en amont possible. On va avoir une problématique de X quantité d'eau qui va arriver, donc il nous faut déjà commencer à relâcher plus d'eau qu'on en relâche pour pouvoir accepter cette onde de pluie qui arrive. C'est tout un groupe de travail qui, à partir du moment où on sent arriver les crues, se met en marche. Avec Ciarán et Domingos, c'est ce processus qui avait été enclenché. Pas d'inondation majeure donc malgré les pluies brutales, mais cela est aussi dû à la période. On n'a pas eu de soucis parce que nous sortions d'une période de sécheresse. Donc si vous voulez, ces 270, 250, 300 mm qui sont tombés sur le département, selon la zone géographique où on se trouve, sont arrivés sur des sols secs, des sols qui avaient besoin d'eau. Donc les premiers 100 mm ne sont pas arrivés dans nos cours d'eau quasiment. Ce sont les 100 derniers, les 150 derniers qui là sont arrivés brutalement. Donc on a pu gérer parce que ces 250 mm arrivaient sur une période de sécheresse préalable. Si vous avez le même phénomène en février où les sols sont déjà gorgés d'eau, c'est un peu plus problématique. Si quelques cours d'eau débordent, les risques d'inondation sont maîtrisés, au moins jusqu'aux prochaines fortes pluies. La plantation d'un arbre en guise de première pierre. Les travaux de la nouvelle usine de potabilisation de Moulins-Papon ont débuté. L'ancienne a aujourd'hui plus de 50 ans. Il était donc largement temps d'investir et c'est maintenant chose faite. 25 millions d'euros vont permettre la construction de ce nouveau bâtiment. La quantité d'eau potable produite sera augmentée, passant de 20 000 à 26 000 mètres cubes d'eau par jour, afin de pouvoir alimenter un nouveau secteur, Belleville-sur-Vie. Ce nouvel équipement sera aussi doté d'un système à la pointe avec 4 étapes de traitement pour de l'eau d'une meilleure qualité. C'est une usine qui date de 1971, donc une usine qui est vieillissante, à la fois dans son process, mais aussi sur l'ensemble de ses matériaux. Cette nouvelle usine va prendre en compte le fait qu'elle est rentrée dans le schéma de sécurisation de la Vendée, et donc sa zone de chalandise est élargie. Et donc c'est une usine qui va avoir un potentiel de 26 000 m3 jour au lieu des 20 000 m3 qu'elle avait auparavant. Cette usine va aussi, en matière de qualité, avoir un process plus poussé encore sur le traitement des pesticides, sur le traitement des matières organiques. Et le chantier devrait s'achever en 2024 pour une mise en service prévue début 2025. Le 1er janvier 2024, les communes déléguées de Loie et de Sainte-Florence quitteront la commune d'Essart-en-Bocage. Séparément, Loie et Sainte-Florence redeviendront donc indépendantes. Le mariage date d'il y a 8 ans. Cependant, depuis quelques années, une expression collective forte venue de ces deux communes déléguées a poussé la préfecture de la Vendée à prendre 2 arrêtés redéfinissant les limites de la commune. Le divorce est consommé. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. On a méprisé le conseil municipal et on a méprisé la démocratie en même temps. Et ça, c'est grave. Choqué, injuste, insupportable, ce sont les mots de Freddy Riffaut, le maire de la commune d'Essart-en-Bocage. Les services de l'État qui s'appuient sur des sentiments. Ici, à la mairie d'Essart-en-Bocage, le divorce a du mal à être digéré. La décision qui vient d'être prise pour la scission de la commune nouvelle Essart-en-Bocage, elle est clairement portée par la communauté de communes.
La communauté de communes est visée, tout comme les services de l'État. Les arguments de monsieur le préfet sont très légers et surtout très subjectifs. Donc je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je pense qu'il faut voyager un petit peu, aller voir aussi dans d'autres endroits comment sont les communes en état de délabrement. Et je ne pense pas qu'on puisse dire ça, ni de Loie ni de Sainte-Florence aujourd'hui. Si les communes déléguées de Loie et de Sainte-Florence veulent retrouver leur indépendance, c'est qu'elles ont des arguments qui ont convaincu la préfecture de la Vendée. On a un cas d'espèce, on a un cas très particulier, qui est le cas de la commune nouvelle actuelle d'Essart-en-Bocage, avec effectivement une expression de collectif très forte, mais pas que. Et dans ce cas très particulier, il s'avère que la décision qui nous a semblé la moins mauvaise était la décision de modifier les limites territoriales d'Essart pour redonner vie aux communes de Loie et de Sainte-Florence. C'est un soulagement pour le collectif citoyen Loie-Sainte-Florence. Les deux communes déléguées pointaient également depuis longtemps du doigt le manque d'investissement, le manque de concertation encore plus fort, une perte d'identité. La population n'était pas proche de nos élus, les associations étaient très inquiètes par leurs questionnements qui étaient souvent sans réponse. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'on n'était pas satisfait de cette commune nouvelle. 3 ans de procédure, 2 pétitions déposées à 1 an d'intervalle et signées par plus de 70% des électeurs de Loie et de Sainte-Florence auront largement pesé dans la balance. C'est vrai qu'on a tous été soulagés, Loie et Sainte-Florence, parce qu'on n'aurait jamais compris que le préfet aille dans une autre direction, sachant qu'on avait quand même un soutien massif de la population. Nous sommes là face à un constat d'échec, l'échec d'une commune nouvelle, une situation rare et exceptionnelle en France. L'axe Esnay-Chaland est enfin terminé. Le dernier tronçon de la 2x2 voies sur 25 km à hauteur de Saint-Christophe-du-Ligneron a été inauguré ce lundi soir. Elle permet de relier Chaland à La Roche-sur-Yon en moins de 40 minutes. Alors, météo oblige, l'ouverture a pris un peu de retard. La route sera empruntable d'ici le 25 novembre. Chaque jour, 13 000 véhicules y passent en moyenne, avec des pointes à 20 000, en faisant un des axes les plus fréquentés du département. Nous souhaitons continuer à investir sur nos infrastructures routières parce que nous savons que c'est une force pour nos entreprises ensuite. Le dynamisme économique vendéen est dû bien sûr aux chefs d'entreprise eux-mêmes, mais parce qu'on leur facilite, le travail, on facilite le déplacement des marchandises en particulier, le déplacement de leur personnel. Les infrastructures routières permettent des fluidités et donc un dynamisme que beaucoup nous envient. Rouge, blanc, rosé, des couleurs que l'on connaît bien à Sainte-Gemme-la-Plaine. Le château de la Chevalerie a accueilli le premier salon du vin des fiefs vendéens à destination des professionnels. Des vins de plus en plus plébiscités par les cavistes et les restaurateurs. L'enjeu est de taille, il s'agit de prouver la qualité des cépages du territoire. Grégoire de Châtillon. Mais assez naturellement sur nos sols. Sur environ 1000 hectares de vignes en Vendée, l'AOC des fiefs vendéens et ses 347 hectares sont incontournables dans le département. Encore mieux faire connaître cette appellation, c'est la vocation de ce premier salon du vin organisé au château de la Chevalerie à Sainte-Gemme-la-Plaine. On a 5 crus différents, qui sont Brème, Mareuil, Pissotte, Vix et Chantonnay, avec une multitude de cépages. Qu'on travaille en blanc, rosé et rouge. Donc on a une palette de vins qui sont aussi bien intéressantes pour la période estivale, où on est souvent connus les fiefs vendéens pour nos vins friands, gourmands pour l'été. Et là le salon, c'est aussi de faire voir qu'on a des vins de garde, qu'on peut consommer aussi après plusieurs années de bouteilles, de caves, qu'on peut sortir pour les fêtes. Rien à voir avec ce qu'on a déjà dégusté. Des vins plus précis, plus complexes. Selon ce caviste, ici à gauche, l'image des fiefs a bien évolué. C'est des vins qui vieillissent bien, qui peuvent vraiment se conserver et se bonifier avec le temps. Donc c'est pas juste des petits vins à boire, ce sont vraiment des beaux vins et des grands vins qui ont une capacité de garde. Donc il y a vraiment des choses intéressantes
à découvrir en Vendée. Les vins ont évolué et c'est important voilà, que tout le monde puisse redécouvrir les vignerons actuels et les vins qu'ils font. Que de chemin parcouru pour ce vignoble, devenu appellation d'origine contrôlée depuis 2011. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit le vin vendéen, c'est moyen. Là, maintenant, je trouve que c'est très très correct. Très surpris de la qualité de certains vins et c'est de bon augure pour tout le vignoble vendéen. Restaurateurs, cavistes et autres professionnels ont plus que jamais l'embarras du choix. Méthode traditionnelle de chez Coirier, à Pissotte. Voilà, donc qui est très très sympa. Je pense qu'on va la référencer. Voilà, c'est très féminin. Une mosaïque de charme et d'authenticité que l'on doit aux 13 vignerons des fiefs vendéens. Des vins vendéens de plus en plus présents sur la carte des restaurants étoilés. Et du vin, on passe à la buvette, mais pas n'importe laquelle. Celle-ci se trouve au Colombier, un petit village de Mouchamps. C'est le lieu historique de la famille Clémenceau. Georges y est d'ailleurs enterré aux côtés de son père dans le petit bois du Colombier. Afin de faire vivre cet endroit pour les visiteurs venus se recueillir, une buvette a été créée en 1930. Inactive depuis 2 ans, la mairie souhaite faire revivre ce lieu comme à l'époque. Colline Davy s'y est rendue. Au milieu de ce hameau où vivait la famille Clémenceau, il est un lieu mythique, la buvette. Créée en 1930, elle est fermée depuis bientôt 2 ans en raison de la mort de la dernière propriétaire occupante. Elle s'apprête aujourd'hui à rouvrir ses portes afin de faire perdurer l'histoire et la mémoire de Georges Clémenceau. La famille qui avait racheté la ferme, les anciens métayers, donc la famille Joselon, fait le choix d'ouvrir une buvette parce qu'il y a déjà une affluence de personnes qui viennent se recueillir sur la tombe de Clémenceau. Des personnalités, des anonymes, énormément de poilus et de familles de poilus qui vouent un certain culte à Clémenceau. Et c'était notre devoir à nous, commune de Mouchamps, de pouvoir avoir un lieu qui puisse recevoir les personnalités comme les anonymes et pouvoir continuer à expliquer l'histoire de Clémenceau et cet attachement à la Vendée et particulièrement à Mouchamps au Colombier. Il suffit de pousser la porte pour découvrir 1000 souvenirs de cette figure française que l'ancienne propriétaire se plaisait tant à entretenir. Dans ce petit café à taille humaine, le livre d'or sera installé, un moyen d'enrichir la venue des visiteurs pour qu'ils puissent garder un souvenir plus important qu'un simple moment de recueillement. Alors par exemple ici on a une photo originale, c'est de Georges Clémenceau avec son fils sur le front. Cela fait partie des documents importants qui vont être conservés ici. Notre idée est vraiment de conserver le lieu tel qu'il était, avec le mobilier, garder vraiment les éléments pour conserver l'âme de ce lieu. Et quoi de mieux pour garder cette âme que de le confier à la jeunesse mouchampaise. Ces 3 jeunes participent au chantier Argent de Poche afin de redonner vie à cet endroit. On stack à la peinture donc des murs et du plafond. Le fait que ça soit une histoire vraiment de là où je viens, de là où j'ai grandi, d'une histoire purement mouchampaise, je trouve que vraiment c'est vraiment sympa je trouve de rénover un endroit comme ça. Quelques coups de pinceau sont encore nécessaires, mais la réouverture est déjà programmée. Ce sera le 24 novembre, date anniversaire de la mort de Georges Clémenceau. En sport, c'est une semaine historique pour la nouvelle équipe de France féminine de futsal. À Montaigu-Vendée ce mercredi soir, les Bleus ont joué un de leurs premiers matchs officiels, sans pression de résultat. Le but était surtout de prendre de l'expérience en vue de ce qui s'annonce comme un premier temps de passage l'an prochain, le tour préliminaire de qualification à l'Euro 2025. Alors que la première rencontre s'est soldée par un match nul face à la Finlande à la Chapelle-sur-Erdre, la France, qui jouait en maillot blanc, s'est inclinée face à ce même adversaire. Une défaite 2-1 dans les derniers instants de jeu, une confrontation qui a en tout cas tenu toutes ses promesses. Il y a eu un vrai match aujourd'hui, c'était équilibré. Hier, il y a eu une première mi-temps, on a été en difficulté. Le poids de l'émotion sûrement. Par contre, aujourd'hui, là, il y a eu un vrai match équilibré, très ouvert. Je pense que les 2 équipes peuvent gagner. Après, on perd, on est déçus. Ça fait aussi partie de l'apprentissage, il faut accepter ça. Ça va nous donner des motifs des possibilités de travail pour la suite, donc tout n'est pas acheté, loin de là. Voilà, c'était un bon match, on perd. Après, au travail, on continue, c'est pas grave.
Un match, quoi qu'il arrive, historique. C'était donc ce mercredi soir. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité fraîche, vous le savez, c'est à partir de lundi 7h dans votre matinale. Elle sera pilotée par François. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.